Troisième et dernière partie de Frontal. Le numéro de ce jour est consacré au Togo, qui tient un double scrutin législatif et régional le 20 avril prochain. Si l'opposition togolaise a boycotté les dernières législatives, elle est prête cette fois-ci à entrer dans la compétition. Et justement, nous parlions, Brigitte Améganvi, de ce double scrutin législatif et régional prévu le 20 avril. Et nous voulons aborder dans cette partie la question des rapports de force politique. Quel est le regard que vous posez aujourd'hui sur les rapports de force politique à quelques petites semaines de ce rendez-vous? Alors, en termes de rapports de force politique, on peut dire que les dés sont pipés. D'abord parce que la liberté de manifestation, d'aller et venir sur le territoire est interdite. Donc on sait très bien que lorsque la campagne électorale va commencer, certains pourront aller où ils veulent, les opposants ne pourront pas faire campagne, sous prétexte de terrorisme, etc. Les organisations de la société civile, la population, depuis plusieurs années maintenant, l'espace civique est verrouillé, donc les gens ne peuvent même pas, des organisations de la société civile ne peuvent même pas organiser des réunions pour dire, voilà, comparer les programmes politiques des députés, etc. Donc on sait que les dés sont pipés, que la répartition des sièges de députés, puisque ce sont des législatives qu'il s'agit, sont complètement verrouillées. Ça veut dire quoi, la répartition? Alors, la répartition des sièges, on a fait un graphique magnifique qui montre les choses de manière très, très claire, qui montre que alors, les députés ont deux fonctions. C'est voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. C'est ça. Donc, voter des lois, on vote des lois pour toute la population. C'est ça. Et donc, l'étalon de mesure, c'est ce qu'on appelle le quotient parlementaire, c'est-à-dire le nombre d'habitants qu'un député représente. Et ce quotient, il est en fait, grosso modo, dans la région de la Cosa, oui. Un député représente 40 000 personnes et dans la région de Maritime, la préfecture du Golfe, un député représente 216 000 personnes. Non. Et le nouveau découpage qui a été fait avec l'augmentation du nombre de députés ne fait qu'aggraver la situation. C'est-à-dire que la région maritime est privée de 18% des sièges qui sont répartis et qui permettent à certaines préfectures qui sont peu peuplées de représenter 1% de la population, mais 3% du nombre de sièges. Brigitte Améganvi, excusez-moi, pour qu'on comprenne mieux oui. la critique que vous émettez, parce que de là où je suis, oui. Il faut que j'apporte un peu d'objectivité quand même. D'ailleurs, je suis obligé même de rester objectif et d'analyser avec objectivité les problèmes que vous évoquez. Si nous sommes toujours dans le moule républicain, oui. Si le Togo est un et indivisible, si tout Togolais, où qu'il soit sur l'étendue du territoire national, est chez lui, où est le problème si on attribue 2 sièges à Lomé et 4 sièges à Dapan, à Tchévier ou à Kara, dès lors que tout candidat togolais peut partout sur l'étendue du territoire, si on met de côté les questions de sécurité du terrorisme que vous évoquez, dès lors que tout Togolais peut aller vendre son offre politique aux électeurs togolais partout sur le Togo et qu'il n'y a pas un découpage électoral pour l'opposition à part et un découpage pour le pouvoir à part, où est le problème? Alors, il y a un problème fondamental de souveraineté. Toutes nos constitutions, dans toutes nos constitutions, d'une manière ou d'une autre, il est écrit ceci. La souveraineté appartient au peuple qu'il exerce à travers ses élus. Donc, pour moi, à partir du moment où un élu ne représente pas la même parcelle de souveraineté, une parcelle de souveraineté équitable du même peuple, il y a un problème. Ça, c'est le premier argument. Donc, le découpage électoral, il n'est pas neutre. Il est très important. Il faut que ce découpage électoral reflète justement la structure de la population qui a confié sa souveraineté aux élus. Si on suit ce que vous dites, est-ce que mécaniquement, si on dit pour avoir un député, il faut 100 000, il faut qu'une circonscription ait 100 000 et que une circonscription fait 90 000, il n'y aura pas de député? On peut arrondir.
Mais le problème se pose quand une circonscription fait 20 000 et a 2 députés, et une circonscription qui a 3 millions d'habitants a 10 députés. Voilà, c'est ça le découpage. Qu'est-ce que cache ce découpage, s'il vous plaît? Le découpage, ce découpage, il est très très simple. On a comparé effectivement la répartition de la population aux répartitions du nombre de sièges, et on a comparé cela aux résultats des élections législatives de 2013 dont je parlais tout à l'heure, où l'opposition était là. Et on s'aperçoit que le déficit, les quotients électoraux très élevés sont dans les préfectures où on vote à 20% pour le parti UNIR, et dans les préfectures où on vote à 80% pour le parti UNIR, eh bien, on représente 1% de la population et on a 3 ou 4%. Ou dans le fief de Fort-Gnassingbé, il vote à Blita. Son frère vote dans l'Amou. Voilà, l'Amou, la préfecture de l'Amou représente 3% de... Donc le découpage est biaisé. Le découpage est biaisé de manière à donner mécaniquement, quel que soit le résultat des électeurs, la majorité. Et peut-être même ce qu'il vise, c'est la majorité qui autorise l'Assemblée nationale à modifier la Constitution comme elle veut, au parti RPT UNIR. C'est ça qui est à l'origine aussi de la réforme de la Constitution qu'il... Le code électoral actuel, réformé, oui. Il date de quand? Le code électoral, il est réformé tous les jours. Non, mais la dernière... parce que si vous refusez de siéger à l'Assemblée nationale, si vous boicotez les rendez-vous électoraux... Non, mais si vous boicotez... C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y aura plus... il n'y aura plus de boycott des législatives. Vous avez dit au début de cette... Nul doit se prévaloir de... Voilà. Et deuxième chose, on a parlé du découpage électoral, parlons du fichier électoral. Ouais. De la même manière... Pour le fichier électoral, on va arriver à ce que nous, on calcule en général le pourcentage du nombre d'électeurs rapportés à la population en âge de voter, puisque ce sont les plus de 18 ans qui sont censés s'inscrire sur les listes électorales. Et les fichiers électoraux au Togo s'arrangent toujours pour que dans les régions qui votent à 80%, et il n'y a pas que le Nord, hein, ne me considérez pas que je suis régionaliste ou tribaliste parce que je suis du Sud. Parfois, même chez moi, dans le Couteau, là où les fiefs sont les fiefs d'une partie de la famille Gnassingbé, on arrive à des nombres d'inscrits sur fichier électoral qui sont de 120% de la population en âge de voter. Alors que dans la région maritime, à Lomé, on va arriver péniblement à 40% de la population en âge de voter. Et donc, ça fait un cumul de choses. Et troisième étape, la fraude pendant l'élection. Dans certaines régions, d'abord, on fait signer des PV à l'avance aux représentants des candidats de l'opposition. Et ce qui fait que, à la fin de la journée électorale, on les sort des bureaux de vote et puis on remplit les PV comme on veut. Et ça donne des résultats qui sont totalement Les dés sont pipés. Les dés sont complètement pipés, mais il faut y aller. Il faut aller à la castagne quand même. Il faut aller se Il n'y a pas de situation éternelle, hein, voyez-vous. Brice Nzamba, très rapidement, avant de venir à vous. On voit, encore une fois, qu'il y a des luttes politicienne, et qu'au milieu, il y a le peuple qui est toujours oublié au fond, mais qui sert d'instrument de légitimation et d'accession au pouvoir. Et une fois qu'on a le mandat, il est là, on attend le prochain rendez-vous électoral pour lui demander d'aller voter. Une fois qu'on lui a pris son mandat, qu'on n'exerce pas véritablement en son nom propre, parce qu'en réalité, toutes ces émissions que nous faisons, si on exerçait réellement le mandat au nom du peuple, si on donnait régulièrement la parole au peuple, il y a plein de problèmes qu'on aurait pu éviter. Comment on fait? Comment on s'en sort? Comment redonner véritablement la parole au peuple? Comment recentrer le débat autour de la souveraineté populaire, le peuple? Oui, mais en fait, ce que j'aimerais dire, pour ceux qui ont lu George Orwell dans 1984, il explique un peu le mécanisme du pouvoir. Hein. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont en haut, oui, qui ont le pouvoir.
vous avez donc c'est la classe supérieure, vous avez la classe moyenne, donc ceux qui sont constitués par c'est aussi l'élite. Hein. Oui. En fait, le jeu, c'est le jeu de pouvoir entre les membres de l'élite d'un pays. Et l'élite qui est dans l'opposition veut remplacer l'élite qui est au pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? L'élite qui est au pouvoir et l'élite qui veut remplacer, qui est dans la partie moyenne, les deux font appel au peuple. Vous voyez? Oui, c'est ça. Donc, l'élite de l'opposition va dire au peuple que ceux qui sont au pouvoir ne gèrent pas bien le pays, il faut les changer. Donc, le peuple se mobilise contre l'élite au pouvoir pour mettre, en fait, ce qui était à la partie moyenne, donc l'opposition au pouvoir. Et en général, le peuple reste à sa place. Oui. Vous voyez? Donc, la difficulté, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, il faut, d'une part, avoir une élite qui, véritablement, a le souci de progrès de la conscience. Parce que on fait la politique pour élever le niveau de conscience et de vie de ces populations. Donc, il faut mettre en place un système éducatif conséquent qui peut faire en sorte que les gens soient instruits sur ce qu'est d'abord la dignité. Hein. C'est important pour un peuple d'avoir le sentiment de sa dignité. Parce que quand on a le sentiment de sa dignité, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter et on préférerait même mourir que d'accepter. Vous voyez? L'honneur et la dignité. Voilà, c'est-à-dire que quand un peuple accède au sentiment de dignité par l'éducation, par le fait de s'instruire de son histoire et d'avoir aussi des modèles. Il faut avoir des modèles des gens au niveau de l'élite qui se sont battus pour des questions de dignité. Ça inspire la population. Donc, pour répondre à votre question, il faut avoir une élite qui se donne déjà une élite exemplaire par sa façon de faire, de travailler, d'agir, qui inspire le respect et qui inspire à l'exemplarité. Parce que quand un peuple a une élite qui l'inspire, le peuple veut être comme les gens de cette élite-là. Donc, si c'est une élite qui est constante dans ses idéaux politiques, qui prend des risques, qui font même de la prison, ça inspire la population. Vous voyez l'exemple du Burkina. Consent des sacrifices. Voilà, ça, vous voyez l'exemple du Burkina. Bon, on peut aimer ou ne pas aimer le président actuel, mais le Burkina a produit le capitaine Thomas Sankara. C'est ça. Vous voyez? Donc, le capitaine Thomas Sankara a été assassiné, mais il ne demeure pas moins que son exemple inspire jusqu'à ces jours. Donc, ce qu'il faut pour une population, c'est une élite qui inspire, qui est exemplaire. À partir de là, la population ne va plus accepter certaines choses. Donc, moi, je pense que pour le Togo, si le peuple togolais est amorphe, c'est parce que l'élite est à cette image-là. Je suis désolé. Voilà, parce que l'élite, à mon avis, ne fait pas preuve de beaucoup de créativité dans la lutte, puisqu'on a parlé du découpage électoral, mais il faut commencer d'abord par le recensement électoral, parce que tout commence par le recensement, ensuite il y a le découpage, ensuite il y a la tenue du fichier électoral, il y a l'organisation des élections. Mais le combat politique commence dès le recensement. Vous voyez? Donc, il ne faut pas attendre, quand vous laissez à une partie du jeu politique le contrôle sur le recensement électoral, le découpage électoral, le fichier électoral et l'organisation des élections, après, il ne faut pas se plaindre. Puisque vous leur avez laissé la liberté de tout faire. Donc, la politique, c'est le rapport de force. Parfois, on s'arroge aussi. Non, c'est le droit de tout faire par la force aussi. C'est le rapport et on de force. exclut. Oui, justement, mais pourquoi on vous exclut? Il faut que vous vous laissez exclure. Oui, mais les gens qui ont voulu s'inscrire sur les listes électorales n'ont pas pu le faire. Oui, mais il faut et ceux qui ont réussi à le faire, on leur dit votre nom n'est pas sur le... Oui, mais quand vous avez des partis qui sont organisés, qui ont un lien avec le peuple, les partis font appel au peuple pour manifester et pour mettre en place un rapport de force pour obliger le pouvoir à négocier les conditions d'élection. C'est ça la politique. Donc la politique, c'est pas que des plaintes. C'est pas que des plaintes. C'est une question d'organisation, de la connaissance du jeu politique, du rapport de force et le lien indissociable avec le peuple. Quand vous perdez ces liens-là, vous êtes inaudible. Vous pouvez parler, le peuple ne vous suit pas. Donc c'est ce que dit Maître Nzamba, Kalgaba, est d'autant plus intéressant que souvent, et je ne suis pas sûr que l'opposition togolaise échappe à ça, l'organisation de la vie politique à l'intérieur même de l'opposition est exactement à l'image de ce qu'elle dénonce chez le pouvoir. Je ne suis pas très sûr, mais je peux me tromper, que l'opposition togolaise échappe à ça. Il y a des problèmes aussi à régler au niveau du fonctionnement de nos oppositions, de l'opposition dans nos pays. Est-ce que vous avez le sentiment avoir réussi à relever à la fois les défis de la solidarité entre opposants, de la communauté d'intérêt, de la communauté de la lutte? On a vu en 2017, en 2018, il y a
Il est arrivé un moment où il y avait plus d'1 million de Togolais dans les rues, où on sentait que quelque chose bougeait. Moi, je n'ai pas de position par rapport à ça. Si on fait le bilan aujourd'hui de la lutte politique de l'opposition togolaise, de ce moment-là à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez atteint comme résultat positif? C'est ça la difficulté aussi. J'ai combien de minutes là? Allez-y, il ne nous reste que 2 minutes pour finir cette émission. Voyez. Essayez. Déjà, l'opposition togolaise, c'est le peuple togolais. Ils sont en face d'un clan, qui est un petit clan qui a fortement armé, avec le soutien de la France, tient le système. Être opposant au Togo, ce n'est pas une sinécure, c'est impossible d'être opposant au Togo et de pouvoir vivre de son travail, éduquer ses enfants, soigner ses enfants et vivre de son travail. Si vous êtes étiqueté opposant, vous êtes médecin, aucun patient ne peut oser venir à votre cabinet et c'est une mort sociale. C'est vrai. Ok. C'est vrai. Donc comprenez que Entrepreneur, vous ne pouvez pas avoir des marchés non plus. C'est vrai, vous avez c'est raison. une mort sociale. C'est Donc vrai. comprenez que le régime C'est vrai. C'est pas facile. n'est On pas va facile. dire. Ouais. Ok. Mais ceci dit, j'ai un message et je vous invite justement à lire ce rapport de Tournant la page sur le Togo et les turpitudes de Faure Gnassingbé, les 20 ans de turpitude de Faure Gnassingbé. Et là, vous comprendrez ce que c'est que être opposant, ce que c'est que la répression au Togo. Maintenant, je m'adresse à mes compatriotes. J'ai 2 aspects de la chose. J'ai une proposition à faire. On a des prérequis. Les élections, on va y participer. C'est une bagarre, c'est une lutte. Togolais, vous n'avez pas l'habitude de participer à des luttes. Je veux dire tribales, claniques. Et ce que propose Faure Gnassingbé, c'est une lutte tribale dans laquelle il veut nous exclure. Pourquoi vous dites ça? Je n'ai pas le temps de le développer. C'est son clan qui est en train d'organiser une lutte en nous excluant nos électeurs, en excluant nos candidats, en ne nous donnant même pas la possibilité de pouvoir aller voter. Et je vous demande, Togolais, mobilisez-vous quel qu'en soit le camp dans lequel vous êtes. Que vous soyez des nationalistes, que vous soyez des syncrétistes derrière Monseigneur Kodjo, que vous soyez des cavaliers de Tipi Achadam, ou que vous soyez même un Togolais qui est du RPT, mais qui en a assez de cette famille Gnassingbé, mobilisez-vous pour aller dans les bureaux de vote. Je n'ai pas fini. Aller dans les bureaux. C'est un combat à mener sur le terrain. Et pour ça, qu'est-ce que je demande? Je demande à Faure Gnassingbé, permettez que l'élection soit libre et transparente. Il vous dira que c'est le cas. Permettez que tous les candidats puissent candidater, je ne sais pas si c'est le cas. Permettez que tous les électeurs puissent aller voter, franchement. Permettez que les résultats sortis des urnes soient annoncés bureau de vote par bureau de vote. C'est un minimum de règles, quoi. Très bien. Et à cela, oui. J'invite mes compatriotes togolais de la diaspora, je les invite le samedi 30 mars à venir nombreux démontrer à Faure Gnassingbé, devant l'ambassade du Togo à Paris, que nous sommes debout. Togo Debout organise un grand rassemblement et j'invite tous les Togolais, quel qu'en soit votre étiquette. C'est quoi l'objet de ce rassemblement? Mais c'est de dire non à Faure Gnassingbé. Non à quoi? Non à la Par rapport dictature de à quoi? Faure Gnassingbé. D'accord. Ah là, vous faites référence au projet de réforme constitutionnelle. Ou bien non à tout? Il ne touchera pas, il ne nous tuera pas vivants. Tant que nous sommes vivants, Togolais, vous avez la responsabilité. Et je vous invite à lire votre hymne national. Lisez-le de A à Z. Le mot d'ordre du peuple togolais de se lever, de se mobiliser pour aller se battre est inscrit dans notre hymne national. Ne me demandez pas quelle est ma couleur politique. Vous le savez d'où est-ce que je viens. Je suis un nationaliste togolais, mais je roule pour tous les Togolais. Et je vous invite sincèrement, mes amis, où que vous soyez, quel qu'en soit le grief que vous avez entre vous, les opposants, et je demande au leadership
Suivez le mot d'ordre qui est écrit dans notre hymne national, qui est de rassembler les Togolais, de les mettre ensemble pour confronter, pour affronter ce régime, pour affronter Faure Gnassingbé, dire non à Faure Gnassingbé et demander la démission de Faure Gnassingbé maintenant. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. J'ai commencé par vous, et la femme, je finis avec vous très rapidement en quelques secondes. Le mot de la fin, j'attire juste l'attention de la CEDEAO, de l'Union africaine, sur le fait que c'est un coup d'État, un double coup d'État constitutionnel et électoral qui est en cours de préparation au Togo, et qui s'ils se taisent, qu'ils ne viennent pas dire après il y a eu un coup d'État militaire et donc on suspend et donc on affame le peuple, etc. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Si vous voulez à nouveau suivre cette émission, allez sur www.nca-tv.com. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci, monsieur.